la première semaine de 2025. Madame, monsieur, bonjour. Dans l'actualité de ce lundi, la situation du Zimrida et sa cargaison examinée ce lundi dans une réunion des services compétents de l'État de Côte d'Ivoire, dont le port autonome d'Abidjan, les douanes ivoiriennes, avec le propriétaire de la marchandise et le transporteur. Le navire reste en rade extérieure en mer ivoirienne, en dehors des eaux de Côte d'Ivoire. À Bouaké, plus de commerçants ambulants dans les rues. Ils sont regroupés dans un centre commercial ouvert dans la ville. Un environnement sain et sécurisé, mais aussi organisé, offert par la municipalité. Les images à suivre dans ce journal. Et puis l'actualité internationale avec le procès de Nicolas Sarkozy qui s'ouvre ce lundi après 14 ans de scandale et d'accusations. L'ex-président français qui encourt jusqu'à 10 ans de prison est soupçonné d'avoir reçu des fonds de Mouammar Kadhafi pour financer sa campagne en 2007. La situation du cargo Zimrida suscite une grande attention depuis son arrivée au large d'Abidjan le 30 décembre 2024. Le navire qui transporte une cargaison de 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium a été placé sous étroite surveillance par les autorités ivoiriennes. Une réunion cruciale doit se tenir donc ce lundi pour décider du sort de ce navire et de sa cargaison. Une réunion entre les autorités portuaires, les douanes ivoiriennes, les propriétaires de la marchandise et le transporteur est prévu aujourd'hui, ce lundi, pour décider si les 3000 tonnes de sa cargaison destinée à la Côte d'Ivoire pourront être ou non déchargées comme prévu sur le territoire ivoirien. En 2025, l'administration se rapproche de ses administrés dans le pays. Une action qui porte ses fruits à Yamoussoukro. Plus de 5000 personnes ont pu être enregistrées pour la première fois dans le fichier de l'état civil. 11 villages ont été touchés par cette opération dont nous parle Léon Pro. Gourouminankro et Duokro dans la sous-préfecture de Yamoussoukro. Les services d'état civil, d'identification, de couverture maladie universelle et de la CNPS à la rencontre des populations et l'engouement est au rendez-vous. Certains pour le retrait de la carte CEBU ou de la carte nationale d'identité, d'autres pour la première identification à ces régimes ou à celui des travailleurs indépendants ou encore pour la première déclaration à l'état civil. Grâce à ce préfet aujourd'hui, il y a eu mon extrait de naissance aujourd'hui. Je le remercie. Nous allons poursuivre l'action pour que chacun puisse avoir un papier, une pièce d'identité, un extrait de naissance. Ces opérations d'enrôlement ou de distribution de cartes dans le cadre de l'initiative La sous-préfecture Chevaux du sous-préfet central de Yamoussoukro. Nous avons beaucoup de nos parents qui sont dans les villages et qui n'ont aucun document, qui n'ont jamais été déclarés à l'état civil depuis leur naissance. Alors est-ce que ces personnes, il faut les laisser comme ça dans l'anonymat? J'ai dit non. Donc j'ai entrepris moi-même une tournée de rapprochement de l'administration des administrés. Donc j'ai appelé ça la sous-préfecture Chevaux parce que en allant dans chacun des villages, c'est l'ensemble donc des services qui sont disponibles dans la sous-préfecture qui se déplacent. 3 mois de septembre à novembre 2024 a rapproché les services publics des administrés, 11 villages visités, des centaines de cartes nationales d'identité distribuées, 1000 personnes enrôlées à la CEMU, 5000 déclarées à l'état civil. Nous avons 1013 élèves du primaire, plus de 3351 majeurs. Ma plus grande satisfaction a été de réussir à convaincre une personne qui a 89 ans de se faire déclarer pour avoir un extrait de naissance. Autre partie prenante à la sous-préfecture Chevaux, l'AFOR, l'Agence du foncier rural et les services des eaux et forêts. Leur mission, sensibiliser les populations à la lutte contre les feux de brousse et à la délimitation des terroirs villageois. Et nous gardons le ton du développement local. Il n'y aura bientôt plus de vendeurs ambulants dans les rues de Bouaké. Et pour cause, un centre commercial accueille ces commerçants ambulants. On y fait un petit tour avec Gervais Kwasi et Soro Corona. Un autre pan de Bouaké nouveau, c'est la réduction drastique des commerçants ambulants. Ces derniers non seulement obstruent les voies de circulation, mais aussi génèrent des dépôts d'immondices au coin des rues, sans compter le contournement du paiement des taxes communales. Pour un partenariat gagnant-gagnant entre l'équipe municipale et les commerçants, le premier magistrat de la commune a bien voulu inscrire la construction des centres commerciaux respectant toutes les commodités dans son agenda de développement. C'est fort de cela que le centre commercial portant son nom, Amadou Kouné du quartier Commerce, est sorti des terres il y a de cela 1 an.
Les plus heureux sont les 710 occupants du site qui disent avoir été réhabilités dans leur profession de commerçant, car ayant délaissé les abords du marché aux oignons. Aujourd'hui, sincèrement, nous nous sentons responsables. Nous ne sommes plus au soleil, on est tranquille, on a la paix du cœur. La seule chose est que c'est à nous-mêmes de travailler pour attirer les clients vers nous. La mairie réaffirme son engagement aux côtés des commerçants. On est content de voir que le marché a été bien entretenu, les gens prennent soin du marché, il y a une bonne partie des gens qui occupent le marché, donc nous sommes contents. La joie aurait été totale si tout le marché avait été occupé par les commerçants, leurs magasins. Donc c'est là que nous profitons de vos micros pour leur lancer un dernier appel, pour demander à tous ceux que les magasins qui ne viennent pas les occuper, après un certain délai, on sera obligés de les réattribuer à des commerçants qui en veulent et qui sont prêts à venir ouvrir. Bouaké entend être le pôle commercial du pays, sinon de la sous-région. Au nord-ouest de la ville de Bouaké, une école primaire est ouverte à Poti Takikro, un don d'une institution privée. La cérémonie d'ouverture est rapportée par Gervais Kwasi et Charles Tatou. Poti Takikro n'espérait pas meilleur cadeau en cette fin d'année 2024 et début d'année 2025. Le village vient de bénéficier d'une école primaire de 6 classes plus bureau du directeur, puis une bibliothèque et des latrines. Cette infrastructure de plus de 50 millions de francs CFA est un don de la société de gestion des carrières Songekar. C'est un moment fort pour le village de Poti Takikro qui va enfin prendre possession de son propre école primaire publique, envisager les objectifs des cadres du village et la population pour améliorer les conditions d'études et du futur de nos enfants. Les plus heureux sont visiblement les acteurs du système éducatif, à savoir les élèves et leurs parents. Avec eux, les enseignants et responsables étatiques de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. C'est donc une immense joie pour nous de savoir que nos enfants, nos élèves, vont étudier dans de meilleures conditions d'apprentissage. Tout développement passe nécessairement par la mise en place d'infrastructures de base que sont les routes, l'eau, l'électricité, l'accès aux soins de santé et l'école. Les filles et fils de Poti Takikro ont eux aussi exprimé leur gratitude à l'entreprise donatrice. Nous exhortons la société à poursuivre la réalisation des autres actions, dont notamment la construction des 6 logements des enseignants. Nous demandons l'affectation d'enseignants titulaires. Solliciter que la mairie équipe la bibliothèque et les salles de classe en table-banc. Les 3 kilomètres que parcouraient les apprenants de Poti Takikro pour rallier leur salle de classe à Alakro se comptent au passé. Les écoles, point fort du développement des zones rurales où il est parfois difficile de retenir des enseignants pour des raisons de commodité. Eh bien, à Katiola, cela n'est plus une grande préoccupation puisque 6 logements d'enseignants ont été construits à Kouara, des logements qui serviront aux maîtres de l'école primaire de ce village, nous disent William Kakou et Soro Corona. 6 logements construits sur une superficie de 800 mètres carrés sont officiellement remis aux enseignants de l'EPP Kouara, localité située dans la sous-préfecture de Katiola, région du Hambol. D'un coût global de 48 millions de francs CFA, ces logements maîtres sont le fruit des efforts de la Fondation Tous Unis pour Cocody. Pour la mutuelle de développement du village et les autorités éducatives, ces infrastructures viennent soulager les enseignants qui avaient des soucis pour se loger. Offrir un logement à un enseignant, c'est le mettre dans les meilleures conditions de travail. De nos jours, ce sont des actions qui sont de plus en plus rares. Notre choix est tellement immense que les mots ne suffisent pas de le signaler. Éric Taba, président du conseil d'administration de la Fondation et président de la cérémonie représentée pour l'occasion, souligne que la question de l'éducation demeure une des priorités de la Fondation. Les enseignants jouent un rôle fondamental dans le développement et l'épanouissement de nos jeunes générations. Il est impératif de leur fournir un cadre de vie digne et serein, afin qu'ils puissent exercer leur noble métier dans les meilleures conditions possibles. Le secrétaire général de la préfecture de Katiola exhorte les cadres de la région à continuer à s'engager activement dans le développement de leur localité. Pour rendre plus agréable l'école du village, la mutuelle de développement a procédé à la réhabilitation des salles de classe.
Et avec l'éducation, la question de l'emploi et de l'épanouissement social demeure au cœur de la politique du président Alassane Ouattara. Et tenez, pour ce qui est de la protection sociale, les travailleurs indépendants qui sont généralement dans l'informel peuvent bénéficier depuis quelques années de prestations de la CNPS grâce à un régime tout particulier, le RSTI, le régime social des travailleurs indépendants. À travers le quotidien d'une personne type, nous vous montrons l'impact de cette formule, un sujet réalisé par Serge Coléa. À Aouniansou, quartier de la commune de Boaké, Nina Ocho ne passe pas inaperçue. Dans son atelier bien connu des habitants, elle exerce le métier de bottier, communément appelé cordonnier. J'ai commencé ce métier dans les années 98-99. J'étais ici comme réceptionniste de mon patron. Je recevais ses clients. Et au fur et à mesure, je me suis sentie attirée par ce métier de cordonnerie. Il m'a appris vraiment le boulot. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui, je suis ce que je suis. Aux côtés de son maître, elle devient une artisane aguerrie. Du fond du cœur, c'est ce que j'ai aimé, c'est ce que j'ai ressenti de faire. Donc, je le fais vraiment avec beaucoup de plaisir. À la maison, j'apporte ce que je peux pour aider mon époux à prendre en charge les enfants. Ce que je lui apporte comme apport, c'est que moi, j'ai fait un peu de magasinage. Donc, je lui apporte ces petits conseils-là. Il faut étiqueter chaque chaussure qui vient. Il faut les enregistrer. Et dans un grand cahier, voilà, comme à la comptabilité. Et bon, ça lui apporte beaucoup. 25 ans qu'elle répare des chaussures. Elle en fabrique également à la grande satisfaction de ses clients. Ça fait au moins 2 à 3 ans que je la connais. Donc, quelquefois, quand je passe avec mes chaussures, vraiment, elle répare bien. Elle est d'abord professionnelle. C'est une cordonnière vraiment moderne, tout ça, avec les outils qu'elle a. Je pense que de temps en temps, les femmes commencent à s'adonner à des métiers d'hommes. Et c'est bon. Au début, il se posait la question, mais est-ce que elle pense qu'elle peut pouvoir tenir dans ce travail-là? Ça, c'est un boulot d'homme, c'est un peu compliqué. Mais au fur et à mesure, c'est les clients même qui m'encouragent. Madame, vraiment, vous êtes courageuse. Comment une femme peut faire ce métier-là? Ça fait que ça me donne encore plus la force de continuer. Aujourd'hui, Nina gagne bien sa vie. Mais son travail, elle le pratique pendant plus de 20 ans dans l'informel, sans aucune couverture sociale. Au début, quand je faisais encore les enfants, la télé pouvait rester fermée peut-être 1 mois ou 2 mois pour accouchement. Bon, ça ne m'arrangeait pas vraiment parce que quand c'est comme ça fait forcément des pertes. Comme Nina, des milliers de travailleuses ou travailleurs indépendants évoluent sans pouvoir s'offrir une pension de retraite en cas de vieillesse, un congé de maternité ou bien d'autres prestations sociales en cas d'accident. Depuis 2020, l'État de Côte d'Ivoire instaure un système de protection sociale dénommé RSTI, le régime social des travailleurs indépendants. Objectif, leur fournir une sécurité contre les risques de perte de revenus financiers. Ce régime concerne environ 7 millions d'acteurs du secteur libéral ou informel à leur propre compte. Aujourd'hui, la CNPS, c'est pour tout le monde. Hier, ils n'avaient pas droit à une pension de retraite. Aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire, vu l'urgence, a institué un régime qui va leur permettre, eux aussi, pour leur vieux jour, de bénéficier d'une pension de retraite. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui ont commencé déjà à bénéficier des prestations, notamment sur l'assurance maternité, les congés de maternité, et nous avons servi des prestations de plus de 2 millions. Après une phase de sensibilisation, la CNPS initie une vaste caravane dénommée RSTI Tour. Elle sillonne la Côte d'Ivoire pour rendre en acte la vision des autorités ivoiriennes. Nos parents qui ont été des fonctionnaires bénéficient aujourd'hui de ça. Pourquoi pas nous autres? Même si tu vends des ignames au bord de la route, tu fais de la loco, il faut te faire enrouler pour avoir une assurance de vie. Nous sommes avec différents corps de métiers de la Chambre nationale de métiers de la région de Séguéla. En tout cas, on arrive à enrôler un maximum de personnes. À Boaké, Daloa, Séguéla, San Pedro et dans bien d'autres localités, le RSTI s'installe progressivement. Les catégories les plus représentatives, les commerçants, les exploitants agricoles et puis les artisans. Nous avons couvert plus de 400 000 personnes de ces secteurs-là. À chaque étape, des dizaines de milliers de personnes sont enrôlées. À Boaké, le régime social des travailleurs indépendants enregistre à ce jour plus de 25 000 travailleurs indépendants, dont Nina Ocho, la spécialiste en cordonnerie. Le RSTI est venu vraiment pour nous sauver. On voit que dans nos métiers, on peut aussi être comme des fonctionnaires, on peut prendre la retraite et puis aller prendre notre argent de retraite, vivre encore plus tranquillement. Parce que le temps
Et là, la vieillesse peut venir, il y a des moments où on ne pourra plus faire tout ça. En Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, déploie un vaste programme social. L'État de Côte d'Ivoire avec le président Alassane Ouattara, c'est un État anticipateur pour faire en sorte que ceux qui ont bâti cette Côte d'Ivoire moderne, ceux qui contribuent au rayonnement de la Côte d'Ivoire par la qualité de leur travail, soient à l'aune de la retraite des gens heureux. Le RSTI, Régime social des travailleurs indépendants, constitue un des piliers de la politique de protection sociale bâtie par le chef de l'État. Les ambitions d'épanouissement social des populations qui s'allient également aux ambitions de développement du marché international de l'EVA. La Côte d'Ivoire, qui est 3e producteur mondial, initie des journées de l'EVA afin de mieux promouvoir ce produit industriel et mieux se positionner donc dans le concert des nations. Suivons ce point de Sam Conan. Ils sont venus des zones productrices d'EVA, ces producteurs et transformateurs et tous les acteurs et partenaires pour la 2e édition des journées de l'EVA, célébrées cette année dans la ville portuaire de San Pedro. Une initiative du FIRCA, Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, et la PROMAC, Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire. La filière, à travers ces rencontres, fait le bilan des activités de toutes les familles de la PROMAC, des activités de l'assistance technique qui sont confiées au FIRCA, de tout ce qui s'est passé en gros au cours de l'année avec les différents secteurs et véhicules, sur leurs attentes, sur leurs difficultés, sur les perspectives dans le développement de la production et véhicule. Au titre de l'année 2023, la production nationale était d'1 678 000 tonnes. Et la Côte d'Ivoire était classée 3e. Il a été décidé de faire mieux pour les années à venir. On a pour ambition de passer 2e dans les 2 prochaines années. Si on veut être 2e producteur mondial, il faut qu'on puisse connaître au-delà de 2 millions de tonnes de caoutchouc sec par an. Et pour ça, il faut continuer de planter. Le préfet des régions, Ousmane Koulibaly, exhorte tous les acteurs à fédérer davantage leurs efforts dans l'atteinte des objectifs qu'ils se sont fixés. Les producteurs d'EVA qui se lancent pour un produit plus compétitif sur le marché international. Nouvel an, nouveau bilan et perspective. C'est l'actualité de Ouaninou, dans la région du Bafing. La ville a investi son nouveau maire. Un an après son élection, c'était le 2 septembre 2023. Siaka Kone. Venus de plusieurs localités du département de Ouaninou, ces populations ont rendu un hommage au maire Diomandé Abdoul Amara pour ses actions de développement. C'était à l'occasion de sa cérémonie d'investiture. Le maire, il nous reçoit, il est bien, il travaille dans la commune. Depuis le maire est élu, Diomandé Abdoul Amara, vraiment il y a l'entretien à la mairie. La mairie est devenue propre et les travaux de la mairie se font très bien. Diomandé Abdoul Amara a exprimé toute sa gratitude à la population pour cette mobilisation. Il a mis en lumière ses actions de développement dans la commune. Nous sommes en train de réhabiliter l'école primaire de Senko, l'école primaire de Ouaninou, de Sotipra. Nous avons construit une nouvelle classe rapidement de maternelle. Nous avons, avec l'aide du ministre Moussa Sanogo, nous avons reçu beaucoup de machines pour nettoyer complètement le village. Quand vous rentrez dans ce village aujourd'hui, il n'y a pas d'ordures, il n'y a pas de dépôts sauvages. Nous avons reçu de nos sénateurs du Bafing, le docteur Beko, mon grand frère et ma maman Sarasa Fatiga, beaucoup de matériel qui nous ont permis d'installer des poubelles de grande qualité, de grande quantité, de donner des brouettes, de donner des équipements à nos populations, à nos agents pour commencer à nettoyer la ville. Le représentant du ministre Moussa Sanogo a salué la présence de tous les cadres autour du maire, gage d'une unité entre fils et filles de la région du Bafing. N'est-ce pas qu'il est beau d'être unis, d'être ensemble, de travailler dans la paix, dans la cohésion pour le développement de notre région. Merci à vous tous d'être venus soutenir Monsieur le maire de Ouaninou. Ouaninou et le Bafing ont aujourd'hui plus que besoin de l'union et de la solidarité de ces cadres afin de booster le développement de la région. Et pas très loin du Bafing, dans le Dinguélé, les hôpitaux généraux de Matinani et de Kenyasso reçoivent des ambulances médicalisées. Ces établissements sanitaires pourront renforcer leur action sur le terrain. Les images avec Kader Sogodogo.
Hôpital général de Kaniasso. Une nouvelle ambulance médicalisée remise par le ministre-gouverneur du district autonome du Denguélé au nom du gouvernement pour contribuer à une meilleure prise en charge sanitaire des populations. Une action qui vient compléter le renforcement de l'offre de cet hôpital avec notamment une nouvelle maternité avec un plateau technique amélioré et un bloc opératoire. La santé des populations, une priorité pour le gouvernement. Et nous remettons ici aujourd'hui en votre présence les clés de l'ambulance médicalisée à monsieur le préfet du département de Kaniasso. Pour le président, ce qui lui est le plus cher aujourd'hui, c'est de voir les fils et les filles du district du Denguélé unis pour les objectifs de développement. À Matinani, l'heure est également à la joie. Une nouvelle ambulance est aussi remise. Ces 2 ambulances remises dans le district autonome du Denguélé rentrent dans le cadre du partenariat État de Côte d'Ivoire Fonds mondial. Il s'agit au total de 20 ambulances médicalisées financées par le reliquat de la subvention allouée pour la lutte contre la pandémie de Covid-19. Et un élément sur l'organisation sociale interne des douanes ivoiriennes qui participe à la consolidation de la cohésion au sein donc de ce corps des douanes ivoiriennes. La communauté musulmane des douanes ivoiriennes présente son nouveau président. Le point dans ce reportage de Walter Amadou Ouattara. Avec cette investiture, El Hadj Souleymane Bamba est désormais le nouveau président de la communauté musulmane des douanes ivoiriennes, Comudo. Son bureau exécutif national est également présenté. Ainsi, à la tête d'une équipe dynamique, le président laisse entrevoir quelques-unes de ses priorités. Les principales missions de la Comudo consistent à promouvoir une pratique religieuse exemplaire dans le strict respect de la laïcité. Les valeurs d'éthique d'exemplarité, d'intégrité et d'excellence. Renforcer les capacités spirituelles et professionnelles de nos membres. La cérémonie placée sous l'autorité spirituelle et morale du président du COSIM est aussi le lieu pour le guide religieux d'exhorter au respect des préceptes de l'islam dans l'exercice de la fonction de douanier. Notre fierté sera de vous voir, membres de Comudo, parmi les meilleurs douaniers de Côte d'Ivoire. La République de Côte d'Ivoire vous fait confiance pour prendre ses droits et renflouer les caisses afin de réaliser les projets sociaux de l'économie. Parrain du jour, Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, encourage la vision de cette organisation qui, pour lui, doit œuvrer également pour le renforcement de la cohésion dans notre pays. C'est en cela que votre association, monsieur le tout nouveau président, monsieur Bamba, vous avez cette lourde tâche de pouvoir être le centre du rassemblement. L'Association musulmane des militaires et paramilitaires de Côte d'Ivoire a apporté son soutien à cette investiture tenue à l'École nationale des douanes au Plateau. Dans la région de la Bagoué, la vision, c'est l'autonomisation des femmes. 13 villages du canton de Bato, dans le département de Boundiali, sont réunis donc pour promouvoir l'autonomisation des femmes et des jeunes à Mississoko. Bagoué, 13 villages du canton Bato étaient réunis à Ganaoni, à 30 km de Boundiali, pour faire la promotion de l'autonomisation des femmes et des jeunes. Moment aussi choisi pour installer la section de l'ONG d'Oussoussouma de Ganaoni à Malinké, la paix et la solidarité. À sa tête, Fatou Traoré. Je voudrais lancer un appel à toute la population du canton Bato en invitant mes frères et mes sœurs à s'approprier l'ONG d'Oussoussouma afin de profiter de tous les projets à venir. Lors de cette cérémonie, plusieurs initiatives en faveur de l'autonomisation des femmes et des jeunes ont été annoncées par le président de l'ONG d'Oussoussouma, David Fofana, notamment la création d'un fonds de soutien pour les projets communautaires. Nous sommes en train de finaliser un partenariat avec une banque de renom pour que l'ensemble
des membres de l'association puissent bénéficier de soutien dans le cadre de leurs différentes activités au niveau du maraîcher, au niveau du transport, au niveau des cultures. C'est un fonds qui sera bien au-delà de 100 millions de francs CFA. Une action soutenue par les autorités locales pour l'ONG Doussoussouman. Créée en 2023, l'objectif final reste le développement durable et inclusif de toutes les localités. C'est le mois de janvier, gardons la bonne habitude de valoriser nos cultures. En premier plan, cette semaine, le Yessouan Festival. Nous sommes en pays Agni et Yessouan, c'est la traduction de « apprenons ». Il présente donc ce festival la richesse du patrimoine culturel du peuple Agni, suivant ce compte-rendu de Hermaniamia depuis Bongouano. Le riche patrimoine culturel du peuple Agni valorisé à travers un festival. Dénommé Yessouan Festival, qui veut dire en langue locale apprenons, ce rendez-vous culturel qui se tiendra dans le mois d'août prochain va rassembler les 6 villages qui constituent la tribu Assié dans la sous-préfecture d'Assié-Koumassi. Les initiateurs entendent non seulement renforcer la cohésion à travers ce festival, mais aussi promouvoir les éléments de la culture Agni qui sont en voie de disparition. On a le tam-tam parleur. Aujourd'hui, notre génération ne reconnaît plus le tam-tam parleur. On a des danses traditionnelles. Ces danses traditionnelles ont commencé à disparaître. On a des contes. Jadis, nos parents nous regroupaient autour du feu, clair de lune, pour nous conter des contes. Aujourd'hui, c'est difficile. Le directeur régional de la culture et de la francophonie du Moronou et le sous-préfet d'Assié-Koumassi ont salué cette initiative qui vise à faire la promotion des cultures locales. Un homme sans culture est comme un zèbre sans rayures. C'est pourquoi l'initiative de ce festival est saluée au plus haut sommet de l'État à travers le ministère de la Culture et de la Francophonie. Sur le plan social, les festivals sont des creusets pour consolider la cohésion sociale et promouvoir l'unité d'un peuple autour de ses valeurs culturelles. C'est un espace d'échange entre les peuples et un socle pour affirmer l'identité culturelle d'une communauté. Au cours du lancement du festival Yessouan, les populations ont pu assister à plusieurs prestations de danse, une cérémonie au cours de laquelle elles ont aussi apprécié certains rites traditionnels en voie de disparition. L'actualité internationale retenue pour ce journal, le procès de Nicolas Sarkozy ouvert il y a moins d'1 heure à Paris pour le financement libyen de sa campagne de 2007. L'ancien président français accompagné de 11 prévenus affronte des accusations graves. En 2011, des révélations en Libye au moment de la chute de Mouammar Kadhafi ont mis en lumière un possible financement illégal. C'est grâce à nous qu'il est arrivé à la présidence, aurait déclaré Mouammar Kadhafi au journal français Le Figaro. Les prévenus, dont des anciens ministres, sont accusés de corruption et de financement illégal. Quelles étaient donc les contreparties attendues? Toutes les réponses devraient être apportées au cours de ce procès prévu jusqu'en avril 2025. Et voilà, c'est le dernier point de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur RTI1 et rendez-vous demain, même